Alors j'ai recueilli, et on a recueilli un certain nombre de contes chez les Touaregs. Je vais me contenter de l'un d'entre eux, d'abord parce qu'il est très beau, et ensuite parce que de façon très curieuse, on y retrouve des motifs présents dans la littérature internationale, et en particulier dans la nôtre. Alors, un mot d'abord des contes. J'ai publié il y a longtemps un recueil de contes touaregs que je m'étais amusé, c'était un peu une plaisanterie que je m'étais faite à moi-même, Peau d'âne et autres contes touaregs. Le autre est une plaisanterie, mais qui correspond à une réalité, c'est-à-dire que j'ai recueilli auprès d'une conteuse qui était très talentueuse. On les contes, les gens les répètent, tous les savent, mais il y en a qui sont plus talentueux que d'autres pour les raconter. Cette conteuse-là m'a donné ce qui est véritablement une jolie variante de Peau d'âne, avec des choses en plus. L'histoire c'est ça, il y a une jeune fille qui s'appelait Teshoua, qui avait un grand frère, un petit frère, une mère, un père, bon le conte commence comme ça. Ce frère avait un plateau de cuivre auquel il tenait beaucoup. Et un jour il part en voyage en laissant son plateau et il dit « Je ne veux pas qu'on utilise mon plateau en mon absence, si quelqu'un s'avise à l'utiliser, je l'épouserai, serait-ce ma sœur ?» Il part, et la sœur l'utilise pour se laver les cheveux. Les gens lui disent « Ouh, attention, t'as vu ce qu'a dit ton frère, hein, tu vois ce qui va t'arriver ?» Il dit « Mais non, mais non. » Malheureusement, en se lavant les cheveux, en se rinçant les cheveux, il y a un de ses cheveux qui s'enroule à la poignée une des poignées du plateau. Le frère revient, voit le cheveu, et dit « À qui est ce cheveu ?»« À Teshoua. » Bon, ben je l'épouse. On amène donc juste avant le lever du jour, comme c'est l'usage, la mariée dans la tente des épousailles, et au petit matin, comme c'est l'usage aussi, elle quitte la tente. Mais là, elle s'en va, elle disparaît. Elle disparaît et on comprend qu'elle se métamorphose en oiseau. Ça, c'est un thème qui apparaît aussi dans la littérature européenne, hein, dans la littérature internationale. La fille oiseau. Ce conte, en fait, mélange le motif. Il y a Peau d'âne, on va voir apparaître Peau d'âne, pour l'instant, on n'a pas encore vu, et celui de la fille oiseau. Donc elle s'en va. Un certain nombre de péripéties, c'est pas la peine de toutes les retracer, font qu'on finit quand même par la retrouver. Et là, il y a une scène assez belle et assez intéressante qui, dans le conte, est chantée. La famille l'a retrouvée. Elle est là, perchée sur son arbre, oiseau, elle est perchée sur son arbre, et les membres de sa famille vont successivement se présenter à elle en lui tendant une coupe qui n'est pas la coupe, en lui tendant une écuelle qui n'est pas celle dans laquelle elle s'était levé les cheveux, mais qui, à mon avis, dans le conte, est un souvenir de ce motif. Celle-là, elle est d'or. Une écuelle d'or remplie d'eau, en lui disant « Teshoua », puisqu'elle s'appelle Teshoua, « Teshoua, Teshoua, voici de l'eau, voilà ». Ce qui est chanté. « Teshoua, Teshoua, bazamaneshien ». Alors c'est d'abord le père qui se présente, et elle lui répond « Mon père beau-père, je ne veux pas d'eau, bois-la toi-même ». Effectivement, il est son père beau-père. Il est son père, mais vu qu'elle a épousé son frère, il est son beau-père. Et ça va se passer comme ça pour tous les membres de la famille. Son frère époux arrive, donc lui dit aussi « Teshoua, Teshoua, bazamaneshien ». Et elle lui répond « Mon frère époux, je ne veux pas d'eau, bois-la toi-même ». Le petit frère vient, qui lui est son beau-frère. Et elle lui répond « Mon frère, beau-frère, je ne veux pas d'eau, bois-la toi-même. » Bon. On finit quand même, et ça c'est intéressant parce que il y a en même temps qu'un conte, enfin, ce passage qui est chanté, qui est donc important, enfin, est une réflexion sur ce que serait l'inceste, qu'on trouve d'ailleurs aussi dans certaines versions de l'histoire d'Oedipe. Enfin, dans certaines versions de l'histoire d'Oedipe, on a présent à l'esprit que l'inceste est une catastrophe parce que ça mélange tout. Le frère devient beau-frère, le frère devient époux, etc. Enfin, en l'occurrence, pour Oedipe, c'est la mère qui devient épouse. Mais ça revient à un mélange de toutes les positions dans la parenté. C'est ça qu'exprime, sous forme poétique, enfin narrative et poétique, le conte. D'une certaine manière
Ça veut dire, je ne peux pas vous rejoindre. Qu'est-ce que je suis pour vous? Hein, votre sœur, votre belle-sœur, votre fille, votre belle-fille, je ne peux pas. Bon, ils finissent quand même par s'en emparer. Et nous dit le conte, c'était là qu'on va basculer vers vers Podane, l'oiseau devient de plus en plus grand. Et finalement, bien que ce ne soit pas dit explicitement, elle redevient jeune fille. Bon, là c'est fini pour le conte de la fille oiseau. Et cependant, elle n'accepte pas de revenir vraiment dans sa famille, et on nous dit qu'elle vit dans une ânesse. On ne sait pas très bien comment ça peut se passer, c'est pas dans une peau d'ânesse, c'est dans une ânesse. Bon. Mais là, on retrouve le thème de Podane, et ce qui fait un lien avec le thème de Podane, c'est que la situation catastrophique dans laquelle elle s'est trouvée, ce mariage incestueux auquel elle a été contrainte, ça vient d'un vœu imprudent. Vous vous rappelez que dans l'histoire de Podane, la mère de Podane fait promettre à son mari, lui fait promettre, elle est sur son lit de mort, et elle lui dit, écoute, ne reste pas veuve, ne reste pas affligée, je te demande d'épouser la première personne que tu verras en quittant ma chambre mortuaire. La première personne qu'il voit, c'est sa fille. Bon, du coup, il est censé épouser sa fille, qui s'enfuit et qui va vivre comme une souillon vêtue d'une peau d'ânesse. Là, c'est un peu la même chose, il y a un vœu imprudent du frère, hein, quiconque se lavera dans cette écuelle, je l'épouserai, fût-ce ma sœur, et bon, le résultat du vœu, qui est fait par un frère cette fois, mais pas par un père, fait qu'il doit épouser sa sœur. Le mariage ne peut pas avoir lieu, il y a une péripétie qui fait intervenir le motif de la fille ânesse, et maintenant on passe au motif de l'ânesse, dont on comprend qu'en fait elle n'est pas l'épouse de sa sœur, elle vit dans une ânesse, donc à l'écart, et tous les jours, elle va avec son ânesse au puits, elle l'abreuve, elle sort de l'ânesse. Donc, bon, là, on est dans le merveilleux du conte. Elle sort de l'ânesse, elle remplit ses outres, elle abreuve son ânesse, et elle revient chez elle. Et le fils du roi, enfin de l'Aménocal, enfin qui est un chef suprême chez Thoreg, mais on va dire le fils du roi pour nous mettre dans l'ambiance de Podane, parce qu'on est dans l'ambiance de Podane, le fils du roi est d'abord intrigué par ce manège, ils voient une ânesse qui arrive et qui repart avec ses outres pleines, et il y a un mystère là-dessus, il se met donc dans un arbre au-dessus, sur une branche d'arbre au-dessus du puits pour voir, et il voit une très belle jeune fille. Parce que la belle jeune fille, elle abreuve son ânesse, et puis aussi elle prend une bassine d'eau et elle va se laver. Donc il la voit dans sa nudité, il en tombe immédiatement amoureux. Il y a quelque chose de ce genre dans Podane où le fils du roi la voit faisant sa toilette. Il a l'idée, qui est un thème qu'on retrouve aussi dans beaucoup de contes internationaux, il a l'idée de subtiliser ses habits. Elle va chercher ses habits, elle ne les voit pas. Et elle le voit là-haut dans la branche, et elle lui dit, alors, il y a à nouveau un récitatif. Cette fois, c'est un récitatif, c'est pas chanté, mais un récitatif qui est vraiment la réponse, enfin le pendant du passage chanté plus haut. Il dit, celui qui a pris mon jupon, qu'il me le rende, et il verra une manière de ceindre le jupon, comme même la mère de sa mère n'en est pas capable. Et elle fait comme ça pour tous ses habits. Hein. Celui qui a pris mon corsage, qui me rende mon corsage, et il verra une manière de revêtir le corsage, comme même sa sœur n'en est pas capable. Et ça passe comme ça avec tous ses habits, d'une certaine manière, bon, alors que là, elle refusait de descendre de l'arbre dans l'épisode précédent, parce qu'elle ne sait pas ce qu'elle est par rapport au précédent, là, elle lui dit, bon, rends-moi mes habits et tu verras que je ne suis ni ta mère, ni ta sœur, ni ta fille, ni ta cousine. Bon, je suis donc épousable, les choses sont claires. Et de fait, il descend de son arbre et il l'épouse. Bon. Il y a un rebondissement supplémentaire, c'est que le père du jeune homme, le roi donc, puisque lui c'était le fils du roi, le père du jeune homme tombe immédiatement amoureux de sa bru, et veut se débarrasser de son fils. Il l'emmène donc en voyage. Bon, à un moment, ils arrivent à un puits, ils n'ont pas de puisette pour aller chercher l'eau. Il dit à son fils, bon ben descends au fond du puits, va me chercher l'eau. Une fois que le fils est au fond du puits, il le laisse là, en espérant qu'il va mourir. Mais heureusement, c'est juste après la nuit de noces, pendant la nuit de noces, la mariée avait tressé les cheveux de son mari et lui avait mis un noyau de dattes dans les cheveux. Et quand il est au fond de son puits, il gratte les cheveux, il trouve une datte, il mange la datte et il jette le noyau. Le noyau germe, ça devient un palmier, ça prend du temps mais dans le conte ça se passe vite, il escalade le panier et il sort du trou et il organise une grande fête pour célébrer son retour,
mais il creuse un puits, bon, dans lequel il met du bois, et il met un tapis dessus, et il invite les invités, il dit à son père, viens t'asseoir là sur ce beau tapis. Le père s'assoit sur le tapis, tombe au fond du trou, sur le bois, il met le feu au bois, il se débarrasse de son père, et il peut vivre heureux avec sa femme. Donc de même qu'il y a deux arbres, le de l'arbre dont Téchoua refuse de descendre au début, celui dont le fils de roi descend, là il y a aussi deux puits, celui dont le fils peut revenir et celui dans lequel le père tombe. Il y a quelque chose d'un peu analogue, on ne peut pas dire qu'il y a un inceste, c'est pas vraiment un inceste, le père avec sa brouille, mais c'est aussi un mariage contre nature. Bon. Un fait contre nature, le fils qui a été mis au fond du trou, là il s'en sort grâce à sa femme. Bon, le père par contre est jeté au fond du trou, il a un peu ce qu'il mérite parce que lui a voulu aller contre l'ordre des choses, de la même manière contre l'ordre du temps. Enfin, vouloir épouser sa bru, c'est vouloir être plus jeune qu'on ne l'est. Enfin, bon, il doit laisser sa place à son fils. Bon, alors que épouser sa sœur, c'est aller contre l'ordre de l'organisation de la parenté, ça dans n'importe quelle société. Bon. Et tout ça est assez bien mis en scène sur le conte, qui, l'air de rien, nous propose toute une réflexion joliment mise en scène sur ce que c'est qu'être parent par alliance, être époux, etc. Vous voyez donc que ce conte est très construit, il présente une réflexion très construite et admirablement agencée sur la parenté. Épouser sa sœur, c'est introduire le désordre dans l'organisation de la parenté. Vouloir épouser sa bru, c'est vouloir aller contre l'ordre du temps, enfin la succession des générations. Et ça apparaît dans des motifs assez poétiques. Il y a donc à la fois une certaine poésie dans ce conte, qui est probablement le plus beau de ceux que j'ai recueillis, et une réflexion très construite sur ce qu'est la parenté, son organisation.